60 minutes sur la planète techno, c'est ce qu'on vous propose avec cet épisode 346 alimenté cette semaine par Picaboo et Aurélien. De quoi veut parler le président français sortant en évoquant un filtre anti-arnaque? Nos smartphones nous écoutent-ils en permanence? Réponse dans les minutes qui viennent dans cet épisode. Sono Motors est une start-up allemande qui envisage de mettre sur le marché une voiture fonctionnant à l'énergie solaire. On parle aussi de Minichita, c'est un robot développé par une équipe du MIT. Dans ce numéro, il y a aussi de quoi pimper votre imprimante 3D ou encore une sorte de cape d'invisibilité numérique. Bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, comment allez-vous bien? Bonjour. Bah, ça va bien. Petit bonjour. Bien, ça va bien. Ça va bien. Bonjour. Alors si ça va bien, ça va bien. On salue ceux qui nous ont laissé quelques commentaires ci et là, on va pas les nommer chaque fois, ils se reconnaîtront évidemment, ça nous fait toujours plaisir, on n'y répond pas toujours parce que ça ne s'y prête pas toujours, mais on lit vos remarques effectivement, merci à ceux également qui nous suivent sur les réseaux sociaux comme Twitter ou sur notre groupe Facebook par exemple, vous le savez, c'est là que nous partageons également notre veille technologique avec mes petits camarades, puisqu'on échange entre nous des liens qu'on trouve pertinents et dont on pourrait éventuellement parler dans un épisode ou l'autre. Eh bien vous avez accès via les réseaux sociaux à cette veille et vous pouvez vous aussi juger sur pièce, puisque là c'est factuel, nous on ne donne pas notre avis, on partage juste les liens, vous pouvez vous aussi vous faire une petite opinion de votre côté, éventuellement repartager avec des amis si vous avez des amis. Si vous le voulez bien, donc du coup moi je vous propose d'entamer directement notre abécédaire avec la lettre A. La lettre A comme axe Picaboo, rajouter 2 axes et supprimer les supports sur une imprimante 3D conventionnelle, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui? Ouais, c'est exactement de ça. Ceux qui font un peu d'impression 3D FDM avec du filament donc fondu, oui, savent qu'il y a un petit problème sur les imprimantes 3D. Alors d'abord on a 3 axes, donc largeur, profondeur et hauteur. Donc X, Y, Z, et que ces 3 axes, ils ont un autre inconvénient, c'est que quand vous faites un pont, par exemple, ou un porte-à-faux, eh bien vous êtes obligé de mettre des supports dessous, parce que sinon ça imprime dans le vide. Le filament, vous le déposez dans le vide. Et il y a un jeune artiste coréen, je crois, de mémoire, qui vit à Londres, et qui s'est dit que il y avait plein de technologies pour éviter ça. Dans l'industrie, par exemple, les industriels ont développé des bras robotisés, ce qui fabrique les voitures, vous voyez, oui, le bras qui vient fabriquer les soudures autour des voitures. Et il y a plein d'industriels qui ont développé des imprimantes 3D sur cette base-là. Sauf que c'est horriblement cher, inaccessible à l'imprimeur maker particulier, et que donc c'était pas une bonne idée. Et lui, il s'est dit, alors il vit à Londres, il travaille en collaboration avec quelques universités londoniennes et avec l'une d'entre elles, je sais plus laquelle d'ailleurs, j'ai plus le nom en tête, il a développé un petit système entre guillemets libre, open source, qu'il a mis à disposition sur son GitHub, et qui permet d'ajouter 2 axes à cette imprimante. Donc à la place du plateau que vous avez normalement, qui fait normalement avant-arrière, donc dans l'axe Y sur votre imprimante, il installe un petit chariot, un petit berceau, on va dire, sur lequel il installe un plateau tournant d'un côté, et en plus ce berceau donc est comme un berceau de bébé, on va dire, il se balade en se promenant de droite à gauche, ouais, voilà, ou de gauche à droite, voilà, se balance quoi en quelque sorte. Ce qui veut dire qu'il a ajouté un axe tournant et en plus un axe tournant qui est posé sur un berceau qui se balade dans l'espace. Voilà. Et la tête d'impression, elle, est toujours la même sur votre imprimante 3D. Donc il a rajouté 2 axes en plus de l'axe avant-arrière qui est toujours disponible, puisque ce berceau est toujours monté sur l'axe X, Y, et en plus de l'axe X que fait la tête d'impression, et Z que fait la tête en montant. Voilà. Donc, quand vous imprimez, vous allez imprimer en fonction de la forme ou de l'objet que vous allez avoir imprimé, dans le sens que vous avez besoin pour que le filament ne tombe pas. Donc, le berceau, avec son plateau, va s'orienter en fonction pour faire en sorte que le filament soit imprimé dans le bon sens, et que ça ne tombe pas quand il est fondu et que ça arrive sur la pièce. C'est quelque chose qui est assez simple à développer, à imprimer et à mettre en œuvre par
on va dire, des bricoleurs un petit peu pas trop gauche de leurs mains, enfin pas trop, voilà. Oui, c'est ça. C'est constitué de moteurs NEMA, comme on connaît très très bien dans l'impression 3D aujourd'hui. Il y a toutes les pièces sont ce sont les fichiers STL qu'on peut télécharger. Alors il y a un point qu'il faut quand même dire, c'est qu'il faut un slicer, donc un trancheur de STL spécifique, qui est en cours de développement. Alors il y a déjà des pré-versions qui sont disponibles sur le GitHub. Et donc, si vous voulez vous aventurer, je pense qu'on doit pouvoir essayer. J'ai pas eu l'occasion encore, j'ai pas eu le temps, mais j'avoue que je vais bien tenter l'expérience. Je vais me laisser tenter pendant mes petites vacances, histoire de voir si c'est intéressant. Chose importante, pour le moment, ce format est développé sur une Prusa, c'est-à-dire qu'il est spécifiquement développé pour cette machine, qui est considérée comme une machine, on va dire entre guillemets, de référence. Voilà, avec pas un prix trop gros, mais pas un prix trop bas non plus. Pour l'instant, c'est là-dessus. Mais si vous avez l'envie de vous y plancher, je pense que c'est une bonne idée d'aller aider dans le développement de ce truc-là. Voilà. Ça va intéresser Xavier qui a une Prusa, notre chroniqueur, qui avait déjà d'ailleurs commis quelques hors-séries avec toi. Il faudra qu'il la démonte par contre un peu. Ouais, il va falloir un peu sortir le tournevis et la clé Allen, mais, mais voilà. Il y avait une question de la part d'Aurélien. Ouais, non, une remarque et une question. La première, c'est que c'est hyper intéressant parce que, comme vous le savez, une pièce en 3D, c'est un empilement de couches. Ouais. Donc, forcément, si vous regardez la résistance mécanique, elle est pas du tout la même dans toutes les directions de la pièce. Hein. Si vous essayez d'arracher des couches, ben, c'est très facile. Contrairement à l'autre côté. Là, en faisant ça, on peut croiser le sens d'empilement de couches. Donc, au niveau résistance mécanique, on peut avoir des trucs intéressants. Par contre, il y a un truc que je me pose comme question, c'est que le plateau XY, il a quand même un intérêt fort, c'est gérer l'adhérence. Et je voulais savoir, je vois pas comment il gère l'adhérence de la première couche. Bah, bonne question. Pour le moment, le petit plateau qui est au milieu est un petit plateau, c'est-à-dire qu'il fait, il donne pas la cote. Hein. J'ai pas vu la cote. J'ai pas encore chargé les STL, mais je les ai chargés, mais je les ai pas regardés, pour être précis, et je les ai pas analysés. Mais il fait à peu près 10 cm de diamètre, le petit plateau au milieu. D'accord. Ce qui veut dire que ça laisse pas beaucoup de place pour faire des grosses pièces, on va dire. Ouais. Mais c'est un plateau en acier. Il est chauffant, du coup. Oui. Alors, c'est pas précisé. J'ai pas vu la précision de la chose. A priori, c'est pas chauffant. Pour l'instant, il est monté sur une rotule avec un axe de rotation motorisé. J'ai pas vu qu'il était chauffant. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grippe ou une matière un peu grippe quand on regarde les photos et les images. On peut mettre une base. Il y a une base sur laquelle on peut coller, je pense, à peu près ce qu'on veut. C'est une base en acier sur laquelle on peut coller à peu près ce qu'on veut en termes de support d'impression, on va dire. Voilà. Donc on pourrait y mettre du scotch comme on faisait beaucoup il y a quelques années encore. Et puis on pourrait y mettre de la laque, on pourrait y mettre plein de choses, ce qu'on fait actuellement. Et même, je pense, si vous voulez sacrifier un plateau flexible, comme ça se fait en ce moment beaucoup, en PEI ou ce genre de choses, je pense qu'il y a moyen de l'adapter. Voilà. Alors j'ai conscience que ça c'est un petit inconvénient, il est petit le plateau. Ce qu'on vient d'expliquer est très visuel évidemment, donc on vous met les liens vers les vidéos que tu as dénichées, en l'occurrence Picaboo, pour voir un petit peu regarder comment ça se fait. J'ai envie de dire, pour celui qui a pas pour l'instant l'occasion d'aller regarder les vidéos en question pour se rendre compte, imaginez, vous voyez les machines à crème glacée, si vous voulez mettre un cornet en dessous de la machine à crème glacée, quand vous posez sur le bouton pour faire couler la crème glacée, à un moment donné vous pouvez pencher le cornet pour faire une forme un petit peu particulière. Bah, c'est un peu le même principe. C'est ça. Fait, hein. C'est un peu le même principe, oui. C'est un peu l'idée, sauf que ici c'est quand même pétri de précision. Ouais, il faut être calé quand même en géométrie, quoi. Il faut quand même le reconnaître pour arriver et en codage, parce que là, et en codage le aussi. Slicer, ouais, ça commence à. Le slicer, il y a du boulot. Ouais. Dans des dimensions, on voit par exemple la possibilité de fabriquer une tête de lapin avec les oreilles et tout, en une seule pièce, d'un seul tenant. C'est quand même assez impressionnant. Et chose en finition, ça va être extraordinaire parce que. Ouais. Oui, c'est ça. La finition va être extraordinaire parce que sans support, le post-traitement est quasiment nul. Ouais, et donc ça. La finition sera parfaite, on se rapprochera beaucoup de ce qu'on fait en résine. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, super. Ah ben voilà, c'est un truc youpi, toi. ceux qui sont fans d'impression 3D vont se régaler. C'est une jolie trouvaille, je trouve. Alors là, du coup, j'ai ça en full scan ici. Oui, je t'en prie. Et dernière remarque par rapport parce qu'il y a aussi les imprimantes avec deux extrudeurs et du filament soluble. Moi, je suis pas très au fait de ça, mais ça existait, ça, non ?
Oui, ça existe toujours. Il y a même des imprimantes avec 4 extrudeurs si tu veux, ça s'amuse. Voilà, moi j'ai un système avec 4 couleurs qui permet d'imprimer sur une seule tête. Il y a plein de possibilités qui existent. Et des filaments solubles, ça existe effectivement, c'est du PVA. Tu mets ton objet dans l'eau une fois imprimé et les filaments s'enlèvent tout seuls. Par contre, ça laisse quand même un petit peu quelques marques. Voilà, c'est un petit peu. Okay, c'est moins agréable, voilà. C'est ça. Il faut attendre 1 heure, 2 heures que ça se dissolve, voilà. Pour en parler pendant des heures avec Picaboo d'impression 3D. Donc, mais on aura pas me poser la question. Oui, c'est ça. Faut pas lancer là-dessus parce que sinon on s'arrête plus. Et on aura encore occasion de parler de 3D d'ici quelques minutes, je pense. La lettre A, encore et toujours, mais cette fois comme arnaque, Aurélien, un filtre anti-arnaque. L'État français pourrait donc filtrer en quelque sorte le web, mais comment est-ce que donc ça marcherait cette histoire-là dont a parlé Emmanuel Macron ? Oui, je vais vous en parler parce que ça a attisé ma curiosité. Monsieur Macron a mis beaucoup de temps à se déclarer candidat pour nos amis belges. Et donc des gens ont trouvé dans son programme la volonté de mettre en place un filtre anti-arnaque sur le web. Et donc de faire en sorte que quand vous naviguez sur le web, il y ait un filtre facultatif qui vous dise attention, vous allez être sur un site qui n'est pas sûr, a eu des escroqueries par le passé, voilà, ce genre de choses. Donc ça serait une fonctionnalité que vous pourriez mettre ou enlever à souhait. Vous pouvez le mettre un jour et l'enlever. Et donc il y a des gens qui ont cherché à en savoir plus, et une personne, donc un député, Éric Botorel, a apporté quelques précisions dans le 17 mars dans un tweet en disant que donc il y allait avoir une liste noire. Le principe, c'est une liste noire sur lesquelles va être listés les sites, les contenus, les adresses, les endroits du web où il y a possiblement des virus, du phishing, tout ça. Il y aurait une autorité, d'après ce qu'ils disent, une autorité indépendante, alors reste à voir, qui gérerait ces sites, et ce site pourrait s'enrichir de ce que Google et Mozilla ont déjà. Aujourd'hui, si vous utilisez Chrome ou Firefox, quand vous arrivez sur certains sites, on vous met en garde, attention, ce site n'est pas sûr. Bon, ça veut dire que ces organismes-là ont déjà une liste, une blacklist, une liste de sites qui sont pas très fréquentables. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la cybercriminalité génère pour les pirates à peu près 6 000 milliards de dollars par an. C'est énorme. Et l'objectif en fait de l'État, c'est de faire en sorte que ça soit de plus en plus dur d'aller rançonner quelqu'un, d'aller escroquer quelqu'un sur le web. Alors, ça pose question parce que comment ils feraient ? Ils passeraient par les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, qui sont un petit peu la barrière entre vous et tous les serveurs du monde sur lesquels sont les sites. Et en agissant sur votre DNS, le DNS en fait c'est l'organe qui est entre vous et le serveur du site de l'adresse que vous venez de taper, va venir bloquer ou pas tel ou tel site. Et en fait, ça pose plein de questions. L'État français veut protéger ses citoyens, et ça, je trouve que c'est une volonté qui est bien, voilà, bien. Mais de l'autre côté, il y a la neutralité du net et le fait que les principes du net, c'est que tout le monde peut aller partout, quel que soit son lieu. Voilà. Donc il y a ces deux choses-là qu'il faut ménager Je trouve que l'histoire de la neutralité du net dans l'équation, elle n'a pas vraiment lieu d'être, parce que finalement, c'est ce que fait déjà Google avec les sites peu fiables, entre guillemets, en les bloquant, en tout cas en mettant un message. Après, tu y vas si tu veux ou pas, mais il te laisse quand même un message en disant ce site n'est pas sûr parce que pas serveur sécurisé, etc. Il n'y a pas eu de levée de bouclier par rapport à la neutralité du net par rapport à ça. Donc, je trouve que, je sais pas ce qu'en pense Picaboo, je veux pas m'immiscer, mais voilà. Picaboo, un avis, une opinion sur ce sujet
Moi, je suis sur Mac avec Safari, et Safari le fait déjà. C'est-à-dire, ça fait longtemps que de temps en temps, quand on arrive sur certains sites, on a une jolie page, je crois, les rouges, avec disant attention danger, n'allez pas là. Alors après, vous pouvez débrayer la chose en disant quand même si ça vous chante, et c'est vous que ça regarde. Cependant, là où je me pose la question de ce genre de filtre, c'est le contrôle a posteriori de ce qui est censé être bien ou pas bien. Aux yeux de celui qui le contrôle. Je me pose la question d'une certaine censure de ce genre de choses. Oui, alors l'article va d'ailleurs plus loin avec il est indiqué la volonté d'avoir un DNS européen et géré par l'Europe. Et donc l'Europe bloquerait X sites. Enfin, est-ce que ça doit être fait? Est-ce que ce blocage ou cette mise en garde doit être fait par les Google, les GAFAM, les Mozilla, les Safari et autres? Ou est-ce que ça doit être géré par des États? Est-ce que ce contrôle doit être plus restrictif quand c'est par l'État? Je sais pas. Est-ce que, comme on le dit, on peut avoir un certain niveau de contrôle au niveau du navigateur et un autre niveau de contrôle au niveau de l'État? Après, qu'est-ce qui fronte tout ça? En tous les cas, j'ai autour de moi des gens qui ont plus de 60 ans et qui reçoivent des mails clairement d'arnaque, comme quoi c'est le gouvernement, la police qui les convoque pour X entretien, je ne sais quoi. Ce genre de choses. Malheureusement, cette population, et on va vers une silver economy avec des populations de plus en plus vieillissantes et qui vont toujours sur le net. Et moi, je trouve que de manière facultative, avoir un contrôle étatique de ça plus sévère que peut-être plus sévère que ce que les navigateurs proposent aujourd'hui, moi je trouve que ça pourrait être une bonne chose. Effectivement, il se pose la question de quelle instance va décider de ce qui est un site dangereux et pour quelle raison et pourquoi. Voilà, il faut pas que ce soit à la portée de n'importe quel mec de dire tiens, celui-là j'aime pas leur gueule, je vais le mettre dans les sites dans la liste noire et plus personne va le voir parce que on fait confiance dans l'application, et va pas aller débrayer tous les jours pour aller vérifier. C'est un peu comme la boîte à spam, quoi. On va pas dans la boîte à spam pour voir la nature des spams. À un moment donné, on va plus voir, quoi. Sauf si on vous dit allez voir dans votre boîte spam si vous n'avez pas reçu mon mail, sinon on n'y va pas. Tu vois, c'est picabou. Si on apprend, c'est le vieux refrain de si on apprend à pêcher à la personne qui a faim plutôt que de lui donner du poisson quand elle a faim, c'est pas plus mal de lui apprendre à pêcher. Moi, je prétends que les gens qui vont sur Internet, on doit les instruire, on doit leur apprendre ce qui est bien ou ce qui est mal, la façon de se défendre. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à leur place, ils n'apprendront jamais, et effectivement, ce sont toujours des gens assistés. Il faut à un moment donné que les gens qui... Enfin, oui, vas-y. Oui, enfin, je comprends je pense que tout le monde a bien compris le sens de la remarque, elle est pertinente, mais ceci étant dit, est-ce que c'est un réel blocage? C'est-à-dire, vous n'avez pas accès au site si vous gardez le truc, bien qu'il soit facultatif, branché, ou est-ce qu'on vous affiche le site, mais on vous met un bandeau, ou un pop-up, ou on vous le signale dans un cadre rouge, attention, pour telle et telle raison, nous pensons que machin, etc. Ce qui permet quand même à la personne de juger sur pièce quelque part de ce qu'ils ont fait. Je pense à mamie Paulette qui n'a pas l'habitude des nouvelles technologies, ou à papy sur son téléphone qui a un joli téléphone parce que ses petits enfants lui ont offert pour pouvoir téléphoner avec lui, etc. Et que il n'y connaît pas grand chose, et que quand il va arriver sur ce genre de site, il va se poser la question de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Comment est-ce qu'il va le deviner? Il va faire quoi? Il va téléphoner à ses petits-enfants pour lui dire alors voilà, j'ai une page devant moi, je sais pas si je fais ou je fais pas. À chaque fois, ils vont être obligés de poser la question. Je pense qu'il y a une problématique là qui fait que d'un côté, effectivement, c'est pas mal qu'il y ait un contrôle a posteriori, mais il faut quand même laisser le choix aux gens. Et pour laisser le choix aux gens, il faut que les gens sachent de quoi ils parlent. Or, aujourd'hui, on n'instruit pas les gens, on ne leur explique pas le pourquoi du comment. C'est vrai. Même à l'école, c'est très basique ce qu'on apprend aux enfants. Donc ça, voilà, c'est là-dessus qu'il faut intervenir, à mon avis. Ok, on va pas en débattre parce qu'il reste des sujets à aborder, mais le sujet est passionnant et effectivement ça pose question. Tu as tout à fait raison de voir angler ta réponse et ta réflexion là-dessus, parce que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, il faut se poser ce genre de questions. Je vais juste faire une communication de service à Aurélien. Ton micro marche super bien, donc tu peux diminuer un petit peu le son que tu m'envoies, parce que à un moment donné, je pense que je dois saigner d'une oreille, et nos auditeurs aussi, s'ils font leur jogging, à un moment donné, ils doivent se dire Aurélien, on l'entend
vraiment trop bien. On t'entend bien. Donc il faut, t'es pas obligé de crier ou de voilà. On peut passer à la suite. Donc fin de communication de service. Comme ça, c'est fait. On est à la lettre I, comme invisible. C'est le nouveau Aurélien. On va dire tout de suite tester ton son. Un filtre non, ça c'est le filtre anti-arnaque. On joue à cache-cache avec un filtre d'invisibilité, mais numérique. Ça sert à quoi? Comment ça marche? C'est optique, du coup. Mais bon, c'est une boîte qui s'appelle Invisibility Shield Company, qui s'est fait remarquer avec un Kickstarter, donc financement participatif, puisqu'elle vend des produits. C'est une start-up britannique qui a récolté 80 kilos euros dans sa petite campagne et qui propose 25 modèles. Alors, vous imaginez que c'est une sorte de vitre. Glace. D'accord. Okay. Les vidéos sont assez. Alors c'est un peu comme l'impression 3D. Les vidéos sont un peu. Sont c'est bien très visuel. Ouais. C'est très visuel. Ouais. Donc vous imaginez une glace et donc cette glace, imaginez vous la posez devant un paysage et lorsque vous passez, donc cette glace se trouve entre vous et le paysage et si quelqu'un passe derrière la glace, on ne la voit plus. En fait, c'est optique. C'est purement optique. Ce sont un réseau de lentilles qui font que, alors je suis pas un spécialiste de l'optique, mais qui font qu'en fait ce qui est proche de la glace est diffusé dans toute la glace, alors que ce qui est loin traverse, enfin les émissions lumineuses qui traversent la glace, qui proviennent de loin, sont visibles de l'autre côté. Donc en fait, quand vous passez derrière, on vous voit plus. Alors, ça paraît être une techno assez qui pourrait être assez onéreuse, mais pas tellement que ça, puisque aujourd'hui, ils proposent une glace de 95 cm par 65, vous voyez, c'est déjà bon, pour 358 €, ou des petites glaces de 31 par 21, une page A4, pour 58 €. Donc, bon, c'est plus ludique à mon avis que peut-être je sais pas sur des plateaux de ciné, plateaux de télé, effets spéciaux, je sais pas. Et la glace serait faite en matériaux recyclables, donc voilà, ça reste. J'étais en train de réfléchir dans quelles circonstances on pourrait utiliser ce genre de matériaux. Pendant que je réfléchis, je vais donner la parole à Picaboo, peut-être qu'il lui a une idée. Cinéma, je pense. C'est des technos qui sont pas tout à fait nouvelles. C'est des technos qui sont basés sur le système des lentilles de Fresnel, la diffraction de la lumière, etc. Et c'est des technos qui peuvent être utilisés, par exemple, dans tout ce qui est parloir, dans lesquels on a besoin de lumière, mais on ne doit pas voir la personne derrière, vous voyez. Oui, mais ça, on a déjà des vitres sablées, enfin translucides, ça fonctionne très bien, ou teintées même, oui. Sans teint, oui. Alors, j'ai après sur cette proposition-là, c'est un Kickstarter en plus, donc ils sont, bon, on verra s'ils arrivent à choper quelque chose ou pas, mais j'ai une petite déception en voyant la vidéo. Je trouve que l'image, la lumière qui passe au travers de ce qui est effectivement le fond, puisque comme disait Aurélien tout à l'heure, tout ce qui est plus loin passe au travers et vous le voyez d'une certaine façon, et tout ce si vous passez au ras de la vitre derrière, vous le voyez plus. Par contre, c'est flou, je trouve. C'est flou. Oui, je sais pas si ça vient de moi aussi. Il y a un certain flou, ce qui fait qu'elle n'a pas une réelle visibilité en fait. Non. Et en plus, il y a un flou, et ce flou diffuse ce qui est à l'arrière-plan, en gros. Enfin, devient un peu bleuté, même par moment. S'il y a une majorité de couleurs bleues à l'arrière, ça va être bleuté à l'avant. C'est flou. Oui, c'est pas vraiment transparent, quoi. C'est pas translucide. Mais bon, en tous les cas. C'est assez. Alors,
je vais vous dire, la news a été partagée par Xavier et que je remercie. Et franchement, la petite vidéo, non, la petite vidéo est marrante. Regardez ça avec vous. Regardez ça en famille, ça Appelez des gens et faites une fête à la maison, achetez des chips et regardez la petite vidéo, elle est sympa. Non mais c'est l'effet. Alors moi je pensais que c'était un procédé numérique, tu vois, que tu portais un appareil. Moi au départ, je prends les news comme je vois les titres, hein, donc je me dis tiens, on porte un appareil sur soi et ça va flouter dans un cadre à un moment donné quand on est pris, qu'il y a une prise de vue numérique, appareil photo, caméra, que ça me floute automatiquement, ce qui serait super pratique quand tu réponds à une interview par exemple et que t'as pas envie qu'on te reconnaisse, t'actives la petite boîte et t'as pas besoin après de demander aux journalistes de te faire flouter en post-production, machin, etc. Donc je pensais, mais moi j'ai beaucoup d'imagination, hein, tu vois, donc voilà. Donc je suis un peu déçu par le truc, c'est un brawl en plastique. Brawl, expression belge. Recyclable. Mais recyclable. Mais voilà. Je me demande dans quelles circonstances on peut l'utiliser, franchement. Ah, c'est fun. Ouais, mais enfin bon, une fois qu'on joue à cache-cache. Il y a quelques années, il y avait eu des articles sur une bagnole qui avait été équipée de systèmes d'écran avec un peu la caméra à l'opposé. Ouais. Avec la caméra à l'opposé de la voiture, ce qui fait que la caméra filmait le côté de la voiture, le paysage au côté de la voiture, et le transmettait sur les écrans du côté opposé de la voiture. Ce qui fait qu'effectivement la voiture devenait entre guillemets invisible. Ouais. Voilà. Bon, fallait pas changer d'angle, mais ça c'était. Oui, c'est ça. Parce que tout le problème des parallélismes, etc. Mais c'est un peu comme dans James Bond, quoi. Et même dans James Bond. Oui, c'est un peu ça. Mais ça, c'est pour des raisons. Il y a plus de films sur le voit pas, c'est pas marrant. Oui, c'est ça. Si on voit pas la voiture invisible, comment veux-tu en sortir? Voilà, intéressant. Donnez-nous votre opinion chez vous en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette information sur cette espèce de... Alors du coup, c'est pas une cape d'invisibilité, hein, c'est un panneau d'invisibilité. J'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, on reparle un petit peu de 3D, encore un petit coup avec Picaboo pour parler de lithographie, l'impression 3D avec de base une résine lithographique. Tu vas nous expliquer ça plus précisément. Mais je suis pas venu depuis longtemps, alors j'ai fait un gros package 3D. Là, oui, mais t'as raison, il faut en faire un de temps en temps. Ouais, t'as raison. C'est la société VLM. Alors VLM, ça veut dire je ne sais plus quoi. Je l'ai plus en tête. D'ailleurs, on s'en fout un peu si je peux dire par là, qui a développé un système qui a priori serait plutôt industriel, on va dire, mais que je me dis peut-être que un jour ça va venir dans nos petites maisons, qui est un système d'impression 3D. À base de lithographie. Ça veut dire que oui. Tu voulais non, VLM, ça veut dire c'est Viscous Lithography Manufacturing, voilà. Bah voilà, comme son nom l'indique. Donc ils ont développé une imprimante 3D qui en fait fonctionne, j'allais presque dire à l'envers. En gros, l'impression résine de base, vous ne pouvez imprimer en résine qu'en une seule couleur, avec une résine unique, voilà. Bon, après il y a des bidouillages qu'on peut faire, vous changez la résine en milieu de l'impression, etc. Vous allez faire 2 couches de résine en une certaine couleur, etc. Bon, mais là c'est pas rigolo. Là ils font un système industriel entre guillemets qui va permettre d'avoir rapidement une impression résine solide, très solide visiblement, de plusieurs couleurs en plus, au moins 2 couleurs s'ils le souhaitent, voire même plus parce que je pense qu'ils peuvent changer les bacs au fur et à mesure. Le principe est le suivant, vous avez un plateau haut et un plateau bas. Sur le plateau bas, vous avez votre impression et le plateau bas monte et descend. Voilà. Et votre impression est collée sur ce plateau bas. Il va venir se coller régulièrement en haut sur un film plastique transparent qui va récupérer à droite ou à gauche, dans les bacs de résine qui sont suspendus, de la résine qui va venir se coller sous ce film plastique. Quand le bac monte, il vient se coller à ce film plastique, ou l'impression en cours va se coller à ce film plastique, et au-dessus vous avez des lampes UV qui vont solidifier la résine à l'endroit nécessaire pour que ça se solidifie en forme de l'objet. Voilà. Ensuite, le plateau de bas redescend, le plateau glisse sur le côté à droite ou à gauche en fonction de la couleur que vous voulez récupérer, vide ou rince la résine en question, récupère de la résine et revient. Et le plateau remonte, la lumière se remet en place, etc. C'est une impression à l'envers, on va dire, de ce qu'on fait habituellement en résine. Voilà. Donc cette résine... Et ça permet de faire...
cette résine colle au plafond, si je puis dire, pour qu'on s'imagine bien le truc, sur une très fine couche, évidemment, on s'en doute. Et le plateau qui monte vient récupérer cette couche, donc pas sèche, pas solidifiée encore, avant qu'elle ne le soit réellement par les lampes UV, et le restant passe dans le bac de l'autre côté, et est recyclé, quoi. En gros, alors ça repart dans le bac d'où ça vient, parce qu'en fait c'est refiltré au retour dans le bac. Voilà, donc la résine est toujours propre. Voilà. Et à chaque fois qu'il en a besoin, alors il retourne dans le bac de résine qu'il a besoin. L'avantage est évident, puisque là, d'abord la résine est beaucoup moins liquide qu'une résine normale habituelle que ce que nous on pourrait acheter en tant que maker dans le commerce. Elle est beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus solide aussi. Quand une fois solide, visqueuse, oui, c'est ça. 50 fois plus visqueuse qu'une voilà. Et elle est aussi beaucoup plus résistante une fois solidifiée. Alors là, je vous passe les détails de la résistance, mais ils vous montrent des tests, ils vous montrent des exemples, en vous disant qu'effectivement, en termes de solidité, il y a quand même une sacrée marge de manœuvre avec ce que vous pouvez faire vous-même. Bon. Et puis ensuite, c'est beaucoup plus rapide, puisqu'ils sont sur un système de flashage, c'est-à-dire que contrairement à des imprimantes, on va dire entre guillemets pour monsieur et madame tout le monde, où il faut attendre 2, 3, 8 secondes pour faire une couche, là, c'est un flash qui va générer la couche. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc au niveau industriel, ça a énormément d'avantages parce que ça permet de créer des objets très vite, très légers, de façon très économique, puisque c'est pas de la CNC, donc vous n'enlevez pas de la matière, là, en impression 3D, avec un minimum d'utilisation de résine et pas de perte de résine. Il n'y a pas de lavage au final. Vous rincez juste la pièce que vous êtes en train d'imprimer, c'est tout. Et encore, et contrairement à de la résine habituelle où on fait de la perte, une fois fini, parce qu'il y a du lavage, parce qu'il y a du rinçage, etc. Faut laver le bac, etc. Là, vous n'en avez pas. Très contraignant. La résine, tu as fait une démonstration toi-même en vidéo, Picaboo, sur une de tes vidéos de Maker, ça durait, mais ça fait en accéléré en plus. Hein. Je pense que la vidéo fait 45 minutes, et sur les 45 minutes, il y a en gros 40 minutes de préparation. Il y a une demi-heure, oui. Il y a une demi-heure de nettoyage. Ouais. Alors maintenant on fait plus court, hein, parce que maintenant il y a des machines exprès, donc en 10 minutes, un quart d'heure vous nettoyez. Mais effectivement c'est assez long, on peut le dire. Mais voilà, c'est juste pour dire que il y a des évolutions dans l'impression 3D qui vont, je pense, pas mal changer quelques petites choses à droite à gauche, et économiquement parlant aussi. Oui, mais justement, parlons du prix de cette technologie. On a une idée de ce que c'est pas donné. Coûte, c'est pas donné ou on a le prix? Non, c'est pas donné. Ça veut dire qu'ils ont pas donné le prix. Ils annoncent pas le prix pour l'instant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quand je dis c'est pas donné, c'est que voilà, ils annoncent pas le prix. Ça n'a pas de prix, mais ils annoncent pas le prix. Mais en même temps, je pense que pour le moment, c'est pour des professionnels. Vous voyez, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Voilà. On est d'accord. Clairement. Ça viendra, je pense, par déduction. Je pense qu'il y en a qui vont se faire mumuse avec cette technologie pour développer leur propre machine, ou éventuellement il y en a qui vont copier la chose pour en faire des petites machines individuelles pour monsieur et madame tout le monde. Mais pour l'instant c'est un concept une fois tout ça intégré, on va dire, parce que là c'est encore très technique, une fois intégré, ce sera aussi simple qu'une photocopieuse, si j'ose dire. Tout à fait. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est de rendre. Ah mais c'est tout à fait ça. En fait c'est comme si vous aviez une imprimante laser. En gros, qui repasse la feuille sans arrêt dans le truc avec une hauteur différente, c'est tout. Voilà. Et vous imprimez des couches de laser successives les unes sur les autres. En gros, ça revient à ça. Sauf que c'est pas du laser, c'est de la résine, mais c'est tout. C'est de la résine et c'est à l'envers. Oui, c'est ça. c'est ça l'idée. On vous a mis les liens, hein, vous inquiétez pas. On vous a mis les liens vers la vidéo, vers les vidéos, vers l'explication, le détail, etc. du fabricant. Vous pourrez aller vous régaler. Et si vous avez vu un truc similaire ou qui ressemble fort, machin, n'hésitez pas à partager. Nous, on est preneurs, évidemment. C'est un sujet qu'ils avaient préparé tous les deux, mais il n'y en a qu'un seul qui va s'y coller, c'est Picaboo. En tout cas, dans un premier temps, on va parler de lithium, puisqu'on a trouvé un gisement, j'ai envie de dire, de lithium en Chine, et pas qu'un petit peu, manifestement. Oui, alors il faut expliquer il faut rappeler que le lithium est quand même l'un des composants essentiels des batteries modernes, et principalement des batteries électriques pour les voitures, des batteries électriques, oui, des batteries pour les voitures électriques, pardon, je vais essayer de remettre dans le bon sens, ça sera plus... Oui. Et aujourd'hui, l'estimation, c'est que d'ici 2040, la demande, la valeur du lithium pourrait augmenter de 4000%, étant donné la demande.
Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de pays qui fournissent du lithium. Il y a l'Amérique du Sud, avec le Brésil, me semble-t-il, et l'Australie. Et il se trouve que la Chine est quand même une grosse importatrice de lithium, puisqu'une grande partie de son lithium est importé d'Australie. Et donc là, il semblerait qu'ils deviennent un acteur majeur avec cette découverte qui s'est faite au pied de l'Everest, visiblement, où il semblerait avoir découvert une grosse quantité de lithium. Lithium peu profond visiblement et relativement pur et facile à exploiter, disent-ils. Alors pour le moment, ça reste une découverte qui n'a pas d'exploitation puisqu'ils sont encore en phase d'étude, mais ça veut dire aussi qu'il y a un énorme potentiel pour que la Chine devienne l'un des principaux producteurs de ce métal rare. Et donc un acteur, j'allais dire pas incontournable, mais pas loin quand même. Ouais. Et comme en plus ils sont les fabricants des batteries, mais pas seulement des batteries de voitures, mais des batteries de téléphone aussi, de tout ce qui est portable, donc ordinateur, de tout ce qui a une batterie maintenant lithium. Même les outils ont des batteries lithium à l'intérieur. C'est quelque chose qui va devenir incontournable, sauf si bien sûr, comme on entend souvent, des batteries nouvelles avec d'autres technologies apparaissent. Mais bon, ça c'est le. Oui, voilà. C'est vrai que tout évolue. Je veux dire, je pense que si on avait fait si les podcasts avaient existé il y a peut-être 50 ans, 60 ans, on aurait un gisement de plomb. C'est génial, on va fabriquer des batteries parce qu'on a du plomb. Bah oui, mais ça, tout évolue à un moment donné. Et on peut être riche aujourd'hui et puis le lendemain, avoir d'autres soucis à gérer. Mais je te rends la parole. Mais je vais la passer à Aurélien. Je vais passer le bâton à Aurélien parce que il va faire une petite transition sur le même sujet. D'accord. Voilà, parce que j'ai un autre site. Voilà, lithium, il y a les batteries, mais il y a aussi, n'oublions pas les panneaux solaires qui sont faits de. Ah non, pardon, j'ai rien dit. Silicium, panneaux solaires. C'est silicium et pas lithium. Excusez-moi. Je commence à être fatigué. Non, oui, une autre news que j'ai trouvé intéressante en parlant de lithium. Savez-vous, donc on est dans une période un peu trouble, dans laquelle chacun cherche à être un peu indépendant vis-à-vis des autres. Et au niveau du bassin du Rhin, tout ça, l'Europe, on va dire centrale, le bassin du Rhin, Alsace, on a commencé à extraire du sous-sol et de la géothermie de l'eau. Donc c'est de l'eau chaude qui provient de très profond, des kilos de lithium. Donc on arrive maintenant à extraire des kilos de lithium dans le bassin du Rhin. Il paraît qu'il y en a plein. Donc on a du lithium alsacien. Lithium alsacien. Voilà. Oui. Donc c'est des choses qui commencent à frémir et bon, les quantités sont pas aujourd'hui, c'est pas des tonnes et des tonnes, mais c'est en voie de... les prototypes sont faits et c'est en voie d'industrialisation. Je crois que c'est GRDF qui gère ça. Mais voilà, c'est des choses à suivre. C'est des choses à suivre. Ok, bon, on parle des Gigafactory. Il y en a plein maintenant, donc... si on peut l'avoir pas loin, c'est mieux. Qu'à bien se tenir. Moi, je vous le dis. Parce que l'Alsace est dans le coup, la Chine a... Voilà. Attention, il va falloir filer droit et on va négocier des prix du coup. Donc voilà, le lithium, c'est un des enjeux au niveau technologique. On le sait tous. Et puis après, il y a le recyclage aussi, parce qu'on peut, une batterie, on peut toujours récupérer aussi les métaux rares qui sont dedans. C'est quand même mieux quelque part que d'aller continuer à faire des forages et d'aller creuser la terre pour aller trouver des matériaux. N comme Nonos. Aurélien nous a trouvé un nouveau voilà, N comme Nonos, c'est le mini cheetah. C'est va chercher le Nonos. C'est mini. Pourquoi Nonos? Parce que il s'agit d'un robot qui ressemble fort à un chien, vous le savez. On a déjà parlé de robots. Alors il y a différentes firmes. Ici, c'est une équipe du MIT qui l'a développé celui-là, et il a une particularité quand même, Aurélien. Ouais, il va très vite.
Et en fait, vous savez pourquoi, vous savez pourquoi on est obligé de trouver des noms compliqués, parce qu'on doit suivre l'alphabet et des fois c'est compliqué. Donc, je trouvais que Nonos à la lettre N. Bon, bref, donc comme robot, hein, c'était pas un problème. Mais non, ça cassait l'alternance. Donc c'est une équipe du MIT CSAIL qui a développé un robot qui s'appelle Mini Cheetah, qui ressemble très très fort au Spot de Boston Dynamics. Donc je sais pas, vous voyez, il y a un corps et puis 4 pattes qui ressemblent un petit peu. Donc vous avez avec les articulations, inversées quoi. Voilà, il y a un genou, une hanche, il y a une petite rotule au niveau de la hanche. Et en fait, ce qui est très... Alors, je suis très vidéo, cet épisode. Ce qui est très remarquable, c'est que quand vous regardez la vidéo, le chien, il se met à courir à une vitesse, donc il atteindrait 14 km/h. Et alors, j'aime bien parce que la vidéo, elle est très... On voit que c'est dans un labo, on voit que, voilà, c'est... Le chien, il arrive dans un espèce de tapis en mousse qui protège des bureaux. Enfin, c'est assez rigolo. Et puis, voilà, il va très vite. Et ce qu'on voit, alors, sur ce début de vidéo, on voit qu'il a un fil, parce qu'à mon avis, il doit falloir une telle énergie pour aller à ces vitesses-là, et les dynamiques des pattes sont tellement rapides que voilà, qu'à mon avis, sur une batterie, ça doit pas durer très longtemps. Mais ce qui est très intéressant, c'est pas tant la vitesse, c'est la façon dont ils lui ont appris. C'est-à-dire que le but là, c'est de lui apprendre à marcher et à courir le plus vite possible d'un point A à un point B, quelle que soit la nature du sol. Et alors on voit qu'ils le mettent dehors, ils le font marcher sur courir dans l'herbe, courir sur des graviers. On voit qu'à un moment il passe une petite bordure et que c'est ballot. Voilà, si un robot normal, ça tombe sur la petite bordure là, et il arrive à se rattraper. Puis c'est vrai que on a cette image des robots qui sont lents, qui vont pas forcément très vite. Là, c'est tout le contraire. C'est une agilité vraiment très très impressionnante. Et donc, comment ils ont fait ? Ils ont fait de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'ils l'ont confronté à plein de situations de terrain, de glissant, de gravier, de choses comme ça. Et en fait, il a appris à marcher au début tout doucement et puis de plus en plus vite. Et puis il y a un système de récompense et de pénalité en fonction de la qualité de la stratégie qu'il a mis en place pour suivre, pour progresser dans cet environnement-là. Et donc voilà, donc c'est très prometteur. Et puis je me dis que si un jour, comme dans certains films de science-fiction, les robots prennent le pouvoir, si vous faites attaquer par une meute de chiens comme celui-là, Comme pour les autres sujets, je vous renvoie à notre site lestechno.be ou en description de la vidéo, puisque nous-mêmes, nous sommes également disponibles en vidéo, mais pour aller trouver les liens vers les différentes sources et cette vidéo-là. Par contre, il y a encore un truc qu'il va falloir apprendre, l'intelligence artificielle doit encore évoluer pour pas avoir l'air couillon comme ça. C'est-à-dire qu'il court comme un jeune chiot couillon, tu vois, un peu dératé comme ça, un peu je cours n'importe comment et je suis tout foufou. Si tu lui mets une tête, je suis sûr qu'il a l'air piquant, tu vois, il a l'air vraiment ridicule. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Pigabou, il a voulu courir aussi. Il a l'air un peu ridicule, quoi. Il est un peu. C'est ce que j'étais en train de me dire. On dirait un jeune chien complètement énervé. Complètement énervé, c'est ça. C'est exactement ça. Là, par contre, sur ce côté-là, c'est bien réussi, par contre. Oui, mais alors, moi, je vois le côté techno. Non, bien sûr, oui, t'as raison. Moi, je vois le côté techno. N'oublions pas que Spot, l'armée française avait fait des essais avec Spot. Et je me dis que voilà, sur un terrain de combat ou dans une situation d'urgence, de catastrophe ou je ne sais quoi, j'imagine l'ennemi qui voit ce machin là courir après lui, soit il se marre, soit il s'en fout. Il dit regarde, c'est vrai. Ah oui, mais tu es en train t'es dans une mauvaise situation dans un terrain périlleux et il vient te secourir. Moi, je dis pas non. Bon, alors, à la fin de l'article, ils disent quand même que ce mode d'apprentissage, ils vont l'expérimenter sur des drones, donc j'espère qu'ils auront la même la langue pendante, tout ça.
Voilà, pour... Le drone tout fou, là. Il vole pas droit, parce que voilà, le décide d'aller un peu de gauche et de droite, mais c'est mieux comme ça. Oh là là, c'est rabat-joie. C'était une belle tentative. N comme Nonos, donc on va le noter quelque part, celui-là. P comme Picaboo, mais P comme phone aussi. Nos smartphones nous écouteraient peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a des micros et que voilà, est-ce qu'ils nous écoutent vraiment, ces smartphones? Est-ce qu'ils nous écoutent tout le temps? C'est la question qu'on peut se poser, Picaboo. Alors je vais essayer de vous résumer un très long article qui est paru dans Medium, parce que objectivement je suis incapable de tout retenir de tout ce qui était écrit dans cet article, même si c'était passionnant, parce que j'ai appris beaucoup de choses et il y a même des choses qui m'ont sauté à l'œil et qui ne me seraient même pas venues à l'esprit à ce moment-là. D'accord. C'est une équipe de journalistes informatiques allemande, autant que je sache, qui, travaillant avec des développeurs, se sont posé la question de dire, comme certainement ça vous est déjà arrivé, vous sortez d'un dîner avec des amis, avec des copains, etc. Et quand vous sortez du dîner, vous avez discuté de plein de choses, de produits, de trucs que vous avez achetés, une voiture, etc. Et comme par hasard, vous allez recevoir dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent une tas de pubs en rapport avec ce dont vous avez discuté la veille ou 2 heures avant. Bon. Et vous vous dites, c'est pas possible, ils nous ont écoutés. C'est pas possible, il y a un truc, c'est forcé. Bon. Donc c'est sur ce postulat-là que sont partis ces journalistes en disant, est-ce que vraiment les téléphones nous écoutent ou pas? Ils sont partis avec des programmeurs ou un programmeur qui a développé une application pour Android 11 et une application pour iOS. Ils ont installé cette application pour voir volontairement pour que cette application soit faite pour déclencher les écoutes à l'insu des utilisateurs. Okay. Ils ont balancé donc cette application dans les stores correspondants. Les stores correspondants ont avalé tous les deux, que ce soit Apple Store ou le Play Store, les applications sans poser de questions, alors que il a été déclaré par entre autres par Google que le Play Store était trié pour pas que des applications espionnes entre guillemets ne passent. Ce qui n'est pas le cas visiblement. Et puis ils ont fait leurs petites expériences avec cette application. Et cette application a permis de tester différentes configurations, entre autres sur les Android. Alors attention, je parle là d'Android 11 dans un premier temps, sachant que Android 12 est arrivé depuis quelque temps au même niveau de sécurité ou de précaution que ce qu'avait iOS depuis quelque temps lui aussi. Voilà. Donc là, ce dont ils parlent dans la première partie de l'article, c'est Android 11. Sur Android 11, différentes configurations d'essais leur ont prouvé que dans certaines circonstances, et en particulier, ce qui est le plus inquiétant, quand le smartphone est éteint, avec son écran éteint, l'application pouvait écouter pendant au moins 1 heure encore la personne qui l'avait utilisé précédemment. D'accord. Ça veut dire que le smartphone est éteint, enfin l'écran est éteint, la personne ne peut pas voir une éventuelle notification envoyée par l'application et qui est obligatoire, puisque quand vous installez l'application sur Android, on vous demande, vous voulez que l'application vous envoie une notification uniquement quand elle utilise le micro, machin, etc. Bon, il y a différents niveaux de sécurité, sauf que là, cette application envoyait notification, mais quand l'écran était éteint. Donc la personne ne pouvait pas voir que c'était fonctionnel, alors que l'application était en train d'écouter, et donc elle n'était pas avertie. Et quand on était allumé l'écran, l'application ferme la notification et arrête l'enregistrement. D'accord. Donc, aucune possibilité de savoir que ça a été enregistré. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et alors, depuis Android 12, il y a maintenant la petite lumière, le petit voyant rouge ou le petit rond rouge ou orange, je ne sais pas, en haut des écrans, comme sur iOS, qui signale que effectivement c'est en fonctionnement. Ça, c'est la première partie de l'article. Là, je vous ai résumé en vraiment très très court parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'essais, beaucoup de machins. Mais ce qui m'a intéressé le plus dans cet article, c'est la suite de l'article. La suite de l'article dit: mais est-ce qu'on est sûr qu'on est écouté que par le micro du smartphone? Je vais par là que le smartphone, il a énormément de détecteurs à l'intérieur, détecteurs de mouvement et détecteurs gyroscopiques. Ces détecteurs sont d'une sensibilité extrême.
À partir du moment où vous émettez un son, pourrait-il détecter le son, et ces sons pourraient-ils être interprétés par une intelligence artificielle ces vibrations pourraient-ils être détectées par une intelligence artificielle pour en déduire des sons et donc savoir ce que vous avez dit. Ils ont donc testé ils ont recréé des applications qu'ils ont refait passer, etc. Ils ont testé. Ça ne marche pas quand vous êtes sur un téléphone posé sur une table et que il est censé pouvoir vous écouter avec ce système-là. Par contre, là où ils ont eu des résultats un peu plus probants, c'est quand vous parlez dans votre téléphone avec un coup de téléphone, ou que vous écoutez un message répondeur, ou avec le haut-parleur, et que donc là, le haut-parleur est dans le téléphone. Donc il déclenche des vibrations dans le téléphone avec les petits détecteurs qu'il y a dans le téléphone. Et à ce moment-là, alors ils vous disent pas que c'est ce qui se fait actuellement, parce qu'on ne sait pas. D'ailleurs, la conclusion de l'article, c'est on ne sait pas encore vous dire si oui ou non vous êtes écouté ou pas. Est-ce que des entreprises, effectivement, vous écoutent grâce à ces techniques-là de vibration, de gyroscope, qui pourraient récupérer ces heures d'information et les interpréter par la suite? Ils ne savent pas très bien. Ils n'ont pas réussi à déterminer le oui ou le non. Donc voilà, je vous incite à lire l'article. Il est très long. Il est très détaillé, ils expliquent bien pourquoi, comment, et ce qu'ils en déduisent ou pas par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, et par rapport aussi à ce que disent Facebook, Google, Apple, etc., etc. Très intéressant, et histoire de se dire, on sait jamais. C'est faut peut-être pas tout dire à côté du smartphone. On vous met les liens, une fois de plus, je le répète, mais c'est important, si vous voulez aller plus loin et explorer tout ça. Et si vous parlez allemand, vous pouvez même regarder la vidéo. C'est le service public allemand qui a publié ça. Oui, c'est ça. Et c'est tiré de la chaîne publique. Pulse Reportage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ce genre de truc, moi, ça me fait... Moi, quand on détourne... L'idée même de détourner d'une fonction un des éléments d'un objet électronique, ça me fascine toujours. Je me rappelle, il y a très très longtemps, quand on avait encore des modems téléphoniques, un modem analogique, là, vous voyez les bidules qui faisaient du bruit, et il y avait quelqu'un prétendait qu'on pouvait tirer certaines informations du clignotement de la petite lettre qui était sur le modem en question. Et que donc, si vous aviez une vue sur le modem, même de l'extérieur d'une maison par exemple, vous pouviez interpréter j'ai jamais eu confirmation de la véracité de cette information, mais je trouvais ça fabuleux de se dire qu'il y a des gens qui avaient pensé à ce genre de choses. Je sais pas si Aurélien avait un petit avis à donner sur la question ou pas. J'avoue que ça m'est déjà arrivé de quoi de recevoir un mail d'une pub pour un truc dans un dîner. J'ai revenu au tout début. C'est troublant, c'est troublant. Parce qu'on a parlé d'Android et d'iOS, mais iOS, on pas non plus. iOS est relativement protégé visiblement, parce qu'il y a que deux solutions. C'est soit le micro est autorisé, soit il n'est pas autorisé du tout. Donc dans ce cas de figure, c'est simple, net, clair et précis. Et comme iOS n'autorise pas l'utilisation en arrière-plan du micro, de toute façon, il n'y a pas possibilité d'écouter quoi que ce soit. Par contre, ça c'est ce que après. Rien n'est impénétrable, donc on va dire que c'est théorique ce que je suis en train de raconter et ce que raconte Apple. Restons sérieux. Il y en a d'autres qui ont développé des technologies pour espionner les téléphones. Et après, pour répondre à Apple aussi. Oui. Pour répondre à ta question, Aurélien, dans l'article, il donne 3 théories concernant des théories qui se rapprochent plus du ressenti des personnes. Donc, ce qu'ils appellent l'illusion de fréquence, par exemple, où ils décrivent un phénomène selon lequel, une fois que l'on a appris quelque chose de nouveau, par exemple, dès qu'on le voit, on ne voit plus que ça. Par exemple. Oui, c'est ça. Donc, voilà. C'est le principe, quand tu vas acheter une nouvelle voiture, par exemple, tu la photographies. On voit plus que les mêmes voitures dans la rue. Tu te dis, mais il y en a énormément des voitures comme ça dans la rue. C'est ça. Plus qu'elles, en fait. Alors qu'il n'y en a pas plus que d'habitude. C'est juste que on les remarque plus vite, quoi. Ouais. Et autre explication, c'est le ciblage publicitaire. Quand vous êtes dans un groupe de personnes qui eux-mêmes ont discuté d'un sujet avec vous et qui vont faire des recherches sur Internet, par exemple, la recherche sur Internet par Google va vous regrouper avec la localisation que fait Google de votre téléphone, etc. Et ce qui vous permet de Google de dire telle personne et telle personne à tel moment ont fait telle recherche, etc. Voilà, il y a 3 théories sur le sujet pour expliquer autre chose que l'écoute. Voilà. Ouais. N'allons pas trop vite à la conclusion. Voilà, c'est ça. Ce qu'on pourrait retenir justement.
On termine tout doucement cet épisode de 346 avec Aurélien et un sujet voiture électrique. Et voiture électrique mais qui s'alimente par le soleil. C'est le cas de ce que propose Sono Motors, une start-up allemande. Aurélien, et tu voulais nous en parler parce qu'apparemment elle arrive bientôt sur le marché. Voilà, on va parler de SEV, Solar Electric Vehicle. Donc c'est Sono Motors, une start-up allemande qui a été créée en 2016, qui est passée par pas mal de phases délicates. Ça a été assez compliqué pour eux, ils ont fait appel à du crowdfunding. Mais voilà, ils ont un modèle phare qui veulent vendre, qui s'appelle la Sono Sion, S-I-O-N, qui est donc une voiture un peu type monospace familiale, dont la carrosserie n'est que du panneau solaire. Et en fait, ils partent du constat assez simple de se dire ma voiture elle est garée dans la rue, elle reçoit du soleil, pourquoi elle se rechargerait pas rien qu'avec le soleil, ce qui n'est pas en soi une mauvaise idée. Donc les prototypes sont finis, ils font des tests de validation, ils auraient 15 000 précommandes actuellement déjà fermes, enfin déjà faites, et ils vont être introduits en bourse, ils vont les livrer en 2023, ils font des tests en Europe et aux USA, ce qui leur permettra de donner les dernières caractéristiques en termes d'autonomie et autres. Et ils garantissent un gain hebdomadaire d'autonomie entre 110 et 240 km si vous laissez votre voiture dans la rue. Ce qui est quand même, vous avez 110 à 240 km par semaine financé par le soleil. On va dire ça. Alors c'est une bonne nouvelle. Je pense que je serais heureux de voir ce genre de voiture dans les rues. Après, la concomitance de cette annonce-là avec la hausse du prix du gazole actuellement, je pense qu'il y a aussi un petit effet là, mais bon, on va leur laisser le crédit de faire des voitures qui fonctionnent et le chiffre la fourchette, on va dire 150 ou 160 km. Ouais. D'autonomie solaire par semaine, franchement, ça couvre quand même pas mal de besoins. La véritable information dans tout ce qui est dit, c'est le fait qu'ils sont désempêtrés des problèmes de financement, etc., et qu'elle pourrait être commercialisée d'ici peu. Parce qu'on en avait déjà parlé de cette voiture il y a facilement 2 ou 3 ans, je pense. Il faudrait retrouver dans des hors-séries, je pense. On avait parlé à l'époque, on avait fait des hors-séries sur les véhicules électriques. Allez jeter un petit coup d'œil sur notre chaîne YouTube pour le coup, parce que les hors-série, c'est là que vous les trouverez, et on en avait parlé de ce véhicule, et ce qui était original, je l'avais retenu ça, c'est qu'elle a une prise électrique, mais pas une prise électrique pour l'alimenter, une prise électrique pour alimenter des objets électriques, parce que finalement c'est une batterie sur roue, cette voiture, et qui capte le soleil, donc qui génère de l'électricité, donc vous pouvez vous en servir si vous avez une haie à élaguer par exemple, vous sortez la voiture, vous la garez le long de la haie, vous branchez votre élagueur électrique, et vous êtes parti pour élaguer ou pour retourner de la pelouse, ou avec des objets électriques, forcément pas. Il y a un petit onduleur de 230 dessus. Oui, c'est ça, c'est rigolo, et c'est quand vous partez en mini-trip, ça va peut-être plaire à notre ami Thierry, fan de van live, là c'est pas un van, mais quand vous partez en mini-trip quelque part, vous avez une source d'énergie, votre voiture est une source d'énergie pour alimenter, par exemple, la marque s'appelle Sono, mais vous pourriez avoir une Sono avec vous, pour faire une rêve party dans les champs, par exemple. Voilà. Sion, c'est le nom qu'ils ont finalement donné à cette voiture. Ça, par contre, je suis pas sûr qu'on l'avait, le nom. Donc, allez jeter un petit coup d'œil là aussi sur les liens qu'on vous met de côté par rapport à cette news. Et voilà qui conclut cet épisode, j'allais dire une bêtise sur le numéro 346, je perds le compte de temps en temps, veuillez m'excuser, il y aura un autre numéro 346, mais qui s'appellera Bonus 346, c'est le petit truc en plus, 15 minutes d'infos supplémentaires, parce qu'on a encore des choses à vous dire, et ça, vous le trouverez également d'ici peu de temps, ou peut-être que c'est déjà là, n'hésitez pas à consommer ça dans l'ordre, dans le désordre, il n'y a pas de raison de... vous vous gênez pas pour nous, vous faites exactement comme vous voulez, c'est là, c'est à disposition, c'est gratuit, profitez-en.
N'hésitez pas, comme toujours, à partager nos contenus dans vos réseaux sociaux, comme on a l'habitude de le dire, et à mettre des étoiles ou des pouces vers le haut, etc. C'est notre seul salaire, en l'occurrence, pour nos chroniqueurs également, comme Picaboo ou encore Aurélien, que je salue. Et on se dit donc à très bientôt, les gars, pour les bonus et pour d'autres épisodes. Passez une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi.